créé ce panel aujourd'hui. Donc, je remercie le professeur Majid Bourtari de nous avoir donné cette possibilité aujourd'hui d'intervenir pour essayer de creuser le débat et de réfléchir ensemble pour susciter un petit peu cette intelligence collective de l'ensemble des intervenants. On va essayer de faire passer les intervenants un après l'autre pour écouter leur intervention afin d'approfondir un petit peu la réflexion autour de cette thématique de reconversion sociale et d'insertion sociale des acteurs du mouvement sportif. Surtout aujourd'hui, l'objet intéressant concerne une catégorie de jeunes Marocains et de jeunes Africains dans cet espace francophone qui sont dans des situations exceptionnelles, à savoir les NIS qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Donc aujourd'hui, on va essayer avec les intervenants de voir un petit peu comment peut-on exploiter et mettre le sport comme moyen de donner une deuxième chance à cette catégorie qui normalement représente vraiment parfois un fardeau si on n'arrive pas à l'accompagner, à l'orienter dans la société, aussi bien en Afrique, au Maroc ou d'une manière générale dans cet espace francophone. Permettez-moi tout d'abord de présenter les éminents intervenants que j'ai avec moi dans ce panel. J'ai avec moi professeur Hana Boujida, Ladies First. Donc, je m'excuse, monsieur, je vais commencer par la femme. Professeur Hana Boujida, professeur maître de conférence ici à la faculté des sciences de l'éducation, professeur formateur en licence d'éducation physique sportive. J'ai avec moi professeur Michel Boyer, professeur associé au Collège des sciences sociales de l'Université internationale de Rabat. Et professeur Youssef Siam, spécialiste en management du sport. Il est professeur à l'Institut des sciences du sport à Fès, de l'Université Mohamed Ben Abdallah. Donc, soyez bienvenus, professeur. Alors, on va commencer par le professeur Hana Boujida qui va essayer d'intervenir et d'initier, d'introduire cette thématique. Avant de passer à cette intervention, je me permets de planter juste un petit peu le décor de ce panel. Aujourd'hui, un chiffre alarmant qui a été présenté par le Conseil économique, social et environnemental qui avance un chiffre de 1 500 000 jeunes NEETs au Maroc entre l'âge de 18 ans et 25 ans. Si on rajoute à cela la catégorie de jusqu'à 30 ans, là on peut arriver facilement à un chiffre de 3 500 000 NEETs au Maroc. Donc c'est un chiffre important et cette réflexion aujourd'hui va nous permettre d'aider et d'accompagner ces jeunes à travers le sport pour avancer au niveau social et au niveau économique. À vous la parole, professeur Hana. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Doyen pour cette opportunité d'avoir accueilli cette 3e édition de Sporama au sein de notre faculté des sciences d'éducation de Rabat. Son soutien à cette initiative témoigne de l'intérêt qu'il porte au développement du sport. Je remercie également les organisateurs et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de Sporama cette année au Maroc. Donc c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui sur un sujet aussi essentiel que celui de la reconversion et l'insertion sociale des acteurs sportifs dans l'espace francophone. Donc la carrière sportive est souvent courte, intense et marquée par une forte médiatisation. Mais une fois l'arrêt de l'activité, trop de sportifs se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans accompagnement solide, vers une nouvelle vie sociale ou professionnelle. Dans de nombreux pays francophones, cette reconversion demeure un défi majeur
et le Maroc ne fait pas exception. De nombreux athlètes terminent leur parcours sportif dans la précarité, souvent sans qualification ni projet structuré pour l'avenir. Donc face à cette réalité, deux piliers doivent être mobilisés et qui sont toujours sous-exploités, qui sont l'éducation physique et sportive et le sport scolaire. Donc ces deux champs peuvent pourtant devenir de puissants leviers d'insertion et de formation et de reconversion des acteurs sportifs à condition d'être pensés dans une perspective intégrée de développement humain. Donc la reconversion ne peut pas être perçue comme une étape isolée de la carrière du sportif. Elle doit s'inscrire dans un parcours global, débutant bien avant la performance de haut niveau, notamment à travers une éducation physique et sportive de qualité et un sport scolaire bien structuré. Donc l'EPS, en tant que discipline scolaire, développe des compétences transversales, travail en équipe, gestion de l'effort, responsabilité et respect des règles. Autant de qualités transférables à la vie professionnelle. Donc quant au sport scolaire, il joue un double rôle, détection des talents et aussi l'éducation à la citoyenneté par le sport. Il offre un cadre structurant où les jeunes peuvent développer une double culture sportive et scolaire. Dans ce sens, le PS est considéré comme un débouché naturel pour les sportifs. Donc intégrer les sportifs dans des filières de l'éducation physique et sportive a un double tranchant. Donc dans un premier lieu, favoriser leur insertion sociale et professionnelle et dans un deuxième lieu, enrichir ces filières par des profils bien expérimentés qui ont déjà pratiqué plusieurs sports, qui ont déjà une spécialité sportive. Donc parce que leur vécu, leur discipline, leur effort font d'eux des modèles inspirants pour les jeunes. Donc pourtant, l'accès à ces professions reste difficile. Au Maroc, les passerelles entre le sport de haut niveau et les formations ou les métiers de formation sont rares, avec une absence à la valorisation des acquis de l'expérience dans le sport. Donc prenons l'exemple d'une étude de monsieur Nabil Tahlouich en 2020 qui a fait une étude sur la scolarité des sportifs de haut niveau et reconversion professionnelle. Donc c'est un enseignant-chercheur à l'Institut royal de formation des cadres. Donc les résultats qu'il a trouvés, que la majorité des anciens sportifs marocains de haut niveau déclarent n'avoir reçu aucun accompagnement à la reconversion. Et aussi, la cadence des entraînements les pousse souvent à abandonner leurs études, surtout avant le baccalauréat. Donc dans cette étude, sur une cinquantaine de sportifs interviewés, seulement un seul qui a pu réussir sa carrière sport-études et qui a pu avoir, donc c'est un coureur de fond, qui a pu avoir un record du monde en 2001 et qui a pu suivre ses études à l'Institut royal de formation des cadres. Donc ce cas isolé met en lumière l'absence d'une politique nationale de reconversion alors que le potentiel est déjà là. Donc ce cas, pour construire ou pour réussir cette reconversion, trois axes sont essentiels. Donc tout d'abord, on a la formation et les certifications. Donc il faut permettre aux anciens sportifs d'obtenir des diplômes en pédagogie, en management du sport ou enseignement. Aussi de l'accompagnement individualisé, donc créer des cellules de suivi pour aider les sportifs à identifier leurs projets professionnels, valoriser leurs compétences et anticiper leur après-carrière. Et finalement, on a la reconnaissance et le statut. Donc, il ne faut pas considérer l'ancien sportif comme seulement une performance, mais un acteur éducatif, un citoyen et porteur de valeurs. Donc, ces sportifs peuvent devenir des figures positives pour les jeunes, des passeurs d'expérience et des exemples concrets de réussite et de faire un rapport entre le sport et l'étude. Donc, pour conclure, le PS et le sport scolaire ne doivent plus être considérés
comme des secteurs secondaires, mais comme des leviers puissants de transformation sociale. En intégrant les anciens sportifs dans ces dispositifs, non seulement nous facilitons leur reconversion, mais nous améliorons aussi la qualité de l'encadrement éducatif et sportif par les anciens pratiquants et des spécialistes dans différents sports. Donc investir dans cette synergie, c'est faire le pari de l'expérience, de la transmission et d'un continuum entre le sport de haut niveau et le monde de l'éducation. Donc le Maroc a tous les atouts pour construire ce pont. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision à long terme, des passerelles institutionnelles et une volonté politique ferme pour faire émerger un modèle marocain de l'acteur sportif citoyen. Et merci de votre attention. Merci, professeur Hanna, pour cette intervention pertinente, riche en informations. Professeur Hanna a vraiment intégré plusieurs dimensions dans son intervention, une dimension pédagogique, éducative, en lien avec la valeur et l'intérêt des cours et de PS dans le système éducatif. Donc, le sportif de haut niveau, il a ce capital sportif de performance de haut niveau, mais il a besoin également d'un capital culturel, de soft skills, qui peuvent lui permettre d'intégrer d'autres contextes après la fin de sa carrière. Si on a des sportifs qui arrivent en Afrique à réaliser de très belles performances, mis à part le football, je parle bien évidemment d'un certain nombre de disciplines qui ne sont pas très bien médiatisées. Professeur Hanna a parlé de la médiatisation. Donc on est fortement médiatisé lorsqu'on est sportif, mais le problème commence quand on arrête cette carrière. Et là, c'est le capital éducatif, surtout par le biais de cette formation en éducation physique et sportive, qui permet de développer des compétences transversales, transférables dans d'autres contextes, et qui a permis à un certain nombre de sportifs de haut niveau de réussir cette carrière, cette après-carrière sportive. Mais malheureusement, c'est une exception qui confirme la règle. Elle a parlé aussi de ce pont entre le sport de haut niveau et entre la scolarisation. Donc généralement, on est toujours dans cette configuration dans laquelle le sportif de haut niveau, à un moment donné, il doit faire un choix, soit de continuer ses études ou de continuer à pratiquer. Certaines expériences aujourd'hui sont là, au niveau du Maroc, qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Je parle bien évidemment du sport-études, mais ça permet de faciliter un petit peu la tâche, d'aménager un petit peu le temps de la scolarisation en fonction des séances d'entraînement, mais au niveau juridique, il y a un travail, comme vous l'avez très bien mentionné, il y a un travail à faire au niveau juridique, surtout pour la formalisation de cette exception qu'a le sportif de haut niveau, commençant par son statut. Aujourd'hui, il y a au Maroc une commission qui reconnaît ce statut de sportif de haut niveau, mais il y a un sérieux problème. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur les critères de définition de ce sportif de haut niveau. Donc, entre les dimensions pédagogiques et les dimensions institutionnelles et juridiques, le professeur Hanna a très bien placé cette thématique de reconversion. On va continuer avec le professeur Michel Boyer pour essayer de comprendre davantage les soubassements théoriques et opérationnels autour de cette thématique. Allez-y, monsieur. Je vous remercie. J'en profite aussi pour remercier Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de l'Université Mohamed Sall, et puis tout le panel de ces invités qui me permettent donc aujourd'hui de prendre la parole pour traiter de ce sujet que j'ai choisi moi d'aborder comme je suis professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, à l'IEP de Rabat, et en même temps je suis un ancien, il y a longtemps, sportif de haut niveau. Et donc la réflexion à laquelle je vais me livrer devant vous est d'essayer de faire un petit peu une croisée des chemins sur ce que le sport peut apporter, en particulier aux sociétés qui seraient en crise ou aux sociétés qui seraient en sortie de crise, en pensant le sport
non comme aujourd'hui dans sa marchandisation, il est par moments appréhendé, et à mon avis d'une manière négative, mais en pensant au sport d'une manière sociale, d'une manière politique et d'une manière philosophique. On oublie toujours que Albert Camus a commencé sa carrière sur le terrain de sport. Il suffit de lire Le Premier Homme. Il est d'abord footballeur. Il n'a pas pu d'ailleurs faire une agrégation de philosophie parce qu'il a dû arrêter le sport, parce qu'il a atteint une maladie pulmonaire. Mais je pense que c'est sur les terrains de foot, et c'est lui-même qui le dit, qu'il a appris à la fois le travail sur soi et la fraternité. Et ça sera la première étape de ma réflexion. Moi, je pense que le sport ne doit pas être simplement décliné sur le plan de la performance, mais qu'il doit être décliné sur le plan de la pertinence. Parce que la pratique sportive dans une société est une pratique de sociabilité. Le sport permet à des individus de se rassembler en fonction de règles dans le cadre d'une compétition où il y a un véritable partage dans la pratique sportive d'une forme d'humanisme. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens de sa manière la plus positive. C'est-à-dire que déjà, dans l'Antiquité grecque, au moment des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques étaient régis par 3 P. La purification, la paix et le partage. C'est-à-dire qu'à un instant donné, on purifie un espace, c'est-à-dire qu'on le délivre de toutes les mauvaises influences que sont capables de fabriquer les passions des hommes. Donc on livre cet espace à quelque chose de supérieur qui tend au divin, et à l'intérieur de cet espace clos, désormais, donc purifié, on va pratiquer 2 choses, la paix, dans un premier temps, on suspend toutes les jalousies, toutes les dissensions, toutes les rivalités concurrentielles qui peuvent amener jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à le rapport de force, et on va cette paix retrouvée. Dans cette paix retrouvée, on va faire un partage à travers des règles communes, et qui sont déjà des règles, en tout cas chez les Grecs, de la démocratie, c'est-à-dire isonomia, la loi est la même pour tous et elle est fabriquée par tous, et isagoria, tout le monde sur le terrain, comme tout le monde dans l'agora, a le droit de s'exprimer et de donner au mieux de ses capacités pour servir son équipe. Il en est de même pour le sport individuel. C'est-à-dire que le sport individuel est d'abord un travail sur soi, il y a d'abord un dépassement de soi, avant de connaître une victoire sur un concurrent. Voilà. La victoire, elle se fait d'abord par rapport à nos propres capacités, ce dépassement, ce surpassement. Et là, effectivement, c'est ce que j'appelle moi un travail sur soi et un travail avec les autres, c'est-à-dire en équipe. Moi, on a autour de moi, j'ai des exemples assez extraordinaires. Je peux citer ici, par exemple, professeur et ami qui s'appelle Jean Zagagnaris, qui est professeur de philosophie au lycée Descartes, donc pas très loin d'ici, et qui en même temps est coach sportif en foot, grand supporter du FUS, de l'équipe féminine. Il fait de la philosophie dans les vestiaires. C'est-à-dire que c'est un endroit où on arrive à neutraliser les passions mauvaises, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la frustration de la défaite, tout ce qui peut être lié parfois aux violences qu'on peut voir dans le sport et qui paraissent parfois normales, comme si c'était un lieu de déchaînement des passions. Et le sport n'est pas un lieu de déchaînement des passions, c'est un lieu de retrouvailles en humanité. C'est ça l'idée. Et donc, il me semble qu'il ne peut pas y avoir, et je rejoins ma collègue, il ne peut pas y avoir de système éducatif dans lequel on n'intègre pas les pratiques culturelles, artistiques et sportives. Voilà. Ça peut paraître un élément fondateur de la démocratie, de la fraternité, de la nécessité de vivre ensemble dans des temps que nous connaissons aussi violents. Regardez la préparation de la Coupe du Monde de foot, la manière dont le Maroc prépare une festivité. C'est comme si nous préparions un repas de fête. Voilà, d'invités que nous allons recevoir et avec lesquels nous allons échanger dans quelque chose qui est absent de toute violence et qui est la pratique sportive. Donc je ne peux pas concevoir, moi, dans ma tête, un système éducatif qui serait bâti sans sport et dans lequel il n'y aurait pas de pédagogie, c'est-à-dire dans lequel on ne neutraliserait pas la nécessité absolue de performance qui est voulue par la marchandisation au détriment de ce travail sur soi et de cette pertinence de continuer à pratiquer l'esprit sportif à travers toute notre vie. Puisque c'est d'abord un lieu de paix
et que c'est ensuite un lieu de partage. Donc c'est cette... alors au Maroc, aujourd'hui, il y a nombre, et d'ailleurs ça a été porté d'abord par le foot, mais pas que. On voit bien que nos sociétés sont en train de se transformer. Moi, je regarde mes étudiants et mes étudiantes. On a une équipe de foot qui fonctionne très très bien. Alors le foot, j'avoue, moi j'ai pratiqué les sports de montagne et les sports de combat. Bon. C'est des sports plutôt individuels. Effectivement, là-dedans, on pratique le dépassement de soi. Mais on a besoin, c'est aussi des sports qui se pratiquent en équipe. Je veux dire, il y a une totalité qui se passe de la salle d'entraînement en passant par les vestiaires et en passant par le tatami ou en passant sur les pistes ou les DV, etc. Je veux dire, on n'est jamais seul. Ça aussi, c'est ce qui me paraît très important dans le cadre de la pratique sportive comme facteur éducatif. C'est que dans le sport, on prend confiance en soi. Et on ne peut prendre confiance en soi, pas simplement en se dépassant, mais dans le rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, il n'est pas nécessairement face-to-face. Il peut être aussi épaule contre épaule. Il peut être ancien et jeune. Il peut être genré. Il peut être femme et garçon. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des choses qui sont en train de transformer nos sociétés. Et je pense qu'il faut qu'on accompagne ce mouvement-là. Alors au Maroc, ça se fait maintenant. De plus en plus, on a même ici, il y a un ouvrage en 2023 qui est sorti à la croisée des chemins que je vous recommande. Hein, je vais vous donner la référence exacte. Hein. Voilà, c'est Sport au Maroc, mode de gouvernance et perspectives de développement, qui est sorti à la croisée des chemins en 2023. M. Rettani, hélas, aujourd'hui disparu, a porté cet ouvrage de El Akari Abderrazak, qui montre un petit peu toutes les politiques sportives qui sont aujourd'hui développées au Maroc. Moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'il y a un accompagnement. On retrouve aussi dans notre manière de développer le sport ce qui fait aussi l'identité marocaine. J'en prends pour preuve au moment où le Maroc s'est placé cette espèce de fierté nationale. Mais rappelez-vous, quand les joueurs sont rentrés, rappelez-vous aussi la manière dont Sa Majesté a fait venir les maires. Rappelez-vous aussi, donc, quelque part, il n'y a pas que notre projection culturelle, artistique, il y a aussi une manière, une manière aussi culturelle et civilisationnelle de vivre ce partage. Regardez, par exemple, quand il y a dans les Moussem aussi, l'art équestre, cette manière de montrer comment on maîtrise sa monture et en faisant éclater des coups de feu, mais des coups de feu qui sont des coups de feu festifs, qui sont des coups de feu de joie, qui ne sont pas des coups de feu qui sont appliqués sur une personne, qui sont appliqués sur un ennemi. Et puis, au Maroc, il y a ce monde solaire, ce monde de montagne, ce monde de chaleur, nous donne, je dirais quasi génétiquement, par l'adaptation des corps humains à leur environnement, des athlètes de merveilleux niveau. Voilà, quand on dit Ben Sana incorpore sano, mais aussi c'est kalos kagatoy, c'est-à-dire on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps, et ce sont les beaux et les bons. Voilà, il n'y a pas de travail sur soi qui ne corresponde à une amélioration de son âme. Il y a une forme, je dirais, de cercle fini dans cette pratique sportive. Elle est donc nécessairement éducative. L'initiative, toutes ces initiatives d'associations qui nous rapprochent les uns les autres, parce qu'on voit bien qu'ici, entre sportifs, il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de couleur. Je dirais même qu'il n'y a plus de nationalité, puisqu'en fait, on se bat pour notre équipe, on se bat pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Tout ce que nous pourrons transférer, nous maintenant qui sommes en train de vieillir, enfin, je parle pour moi, et donc tout ce que la meilleure chose que l'on puisse donner, c'est pas tant les modes opératoires de la performance, mais la manière, en tout cas en termes d'héritage, de ce que la pratique sportive a transformé dans nos vies. Voilà. Donc cette pratique sportive, moi je l'appelle de tous mes voeux. Je vois ici des gens qui sont... Tout à l'heure j'ai vu rentrer les enfants et puis tout le monde a commencé à sourire et à applaudir. Je pense que c'est à travers eux, à travers leur pratique sportive, à travers l'exemplarité de notre comportement dans la pratique sportive, craignons les typhoses, craignons la violence dans les stades et ailleurs. Ça ne fait pas partie de nous-mêmes. Ça ne fait pas partie de nous-mêmes. Ça a été exporté ailleurs. Craignons la marchandisation, créons la starisation. Voilà. Je pense aussi d'ailleurs que les sportifs ont un rôle à jouer. Ils sont des exemples pour la jeunesse. Il y a des choses, je pense,
désormais aussi une responsabilité pédagogique et morale que leur impose justement leur performance et leur visibilité. Voilà. Et donc, moi, je suis très heureux d'être ici. De tous mes voeux, je renforce, je félicite ces associations qui ont compris qu'on fabriquera de la paix et du partage à travers la pratique sportive et pas simplement de la performance, et qu'elles sont au cœur même de nos systèmes pédagogiques. Dans nombre de pays, il y a des professeurs principaux qui sont des professeurs d'éducation physique et sportive. Dans nombre de pays, il y a des professeurs qui pratiquent des matières dites fondamentales et qui pratiquent aussi, moi j'étais directeur d'une école militaire préparatoire, donc d'un pensionnat, où hors pratique sportive, il n'y a pas de sociabilité. Et c'était bien mes professeurs qui étaient sur le terrain, en même temps qu'ils étaient au club de cinéma, en même temps qu'ils étaient dans leur salle de cours pour apprendre des équations. Voilà, c'est les mêmes. C'est du même esprit, c'est de la même force. Et donc je vous remercie en particulier de votre association. Dans un monde francophone, j'ai cité Albert Camus, et je terminerai mon propos de cette manière-là, puisqu'on va parler de sortir de crise. Il y a un autre auteur français, Henri Monterland, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle des poèmes, qui s'appelle Les Olympiques. Et j'aurais pensé à un autre auteur qui s'appelle Wade Davis. En fait, les deux mettent en place dans leur roman, dans leur récit, des survivants de la Première Guerre mondiale. Ces survivants de la Première Guerre mondiale qui ont subi un carnage abominable, une sorte de mort collective, de mort de masse, avec une expérience combattante qui paraît aujourd'hui invraisemblable. Des mois de bombardement, etc., qui ont vu leurs meilleurs camarades mourir. Et à l'issue de cette guerre, ils se sont lancés dans l'athlétisme, ou ils se sont lancés dans la conquête des sommets himalayens. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qu'on faisait ensemble, risquant sa vie dans un environnement magnifique, sans avoir à apporter la mort, tout en risquant sa vie à une autre personne humaine. Et c'était bien à la fois une victoire sur soi et une victoire sur des civilisations qui avaient apporté le désastre et la désolation. C'est la pratique sportive qui, quelque part, permettait de faire renaître à la société ces personnes. Dans notre monde qui est si meurtri, je pense que partout où on ouvrira un terrain de foot, partout où il y aura des pédagogues qui prendront des enfants pour leur apprendre une pratique sportive, les faire jouer ensemble et leur apporter cette joie et cette exultation de la pratique sportive, il y aura une paix possible et un avenir possible pour notre humanité. Je vous remercie. Merci, professeur Michel Boyer. Vraiment, avec cette intervention vraiment très très importante et intéressante, surtout pour ces jeunes étudiants que nous formons dans cet établissement, qui seront dans l'avenir des profs d'éducation physique. D'ailleurs, ils savent que à chaque fois qu'on a cette occasion de leur rappeler leur mission, ce n'est pas de former des sportifs de haut niveau, mais vous êtes des éducateurs, vous éduquez des futurs citoyens. Vous avez très bien fait de mentionner cette confrontation entre cette dimension économique capitaliste du sport, qui m'a rappelé un petit peu les écrits d'un grand sociologue qui est Jean-Marie Broume, qui est le parrain de l'approche critique du sport et dans laquelle il critique tous les effets négatifs de ce sport de haut niveau mercantiliste et de bien se focaliser sur la dimension sociale du sport, la dimension qui se concentre sur le partage des valeurs de la société, de se focaliser sur ce qui nous réunit et non pas sur ce qui nous sépare. Vous nous avez rappelé le contexte dans lequel les premiers Jeux Olympiques ont émergé en 1676 avant Jésus-Christ. Donc c'était l'occasion d'arrêter les combats et les guerres qu'il y avait à l'époque dans la Grèce antique entre les cités. Donc les Jeux Olympiques, ces événements ont été l'occasion d'arrêter cette violence et la remplacer par des événements artistiques, sportifs, qui se focalisent sur ce qui réunit les citoyens pour que la paix règne. Donc je vous remercie vivement, professeur, pour ce que vous avez avancé comme réflexion et qui revient toujours à l'éducation.
Donc si on veut bien sûr consolider cette dimension culturelle et positive de la pratique sportive, c'est de se focaliser sur ce qui est éducatif. C'est l'intégration des valeurs qui peuvent construire le citoyen de demain, qui peut avancer et participer au développement social de la société et de la faire sortir, comme vous l'avez bien cité, de tout genre de crise et surtout être préparé à d'autres crises éventuelles. Quand on est soudé, on peut dépasser tous les obstacles dans n'importe quel type de circonstances. Merci professeur, et je passe rapidement à professeur Siam pour son intervention. Alors de ma part, je remercie vivement les organisateurs de cette journée et aussi j'exprime ma joie de faire partie de ce panel. Alors mon intervention sera articulée autour de deux axes. Le premier axe, je vais vous présenter les résultats de quelques travaux en rapport avec l'insertion des jeunes en situation d'unité par le sport. Et le deuxième volet, je vais présenter aussi les résultats d'un travail de recherche qui a porté sur la reconversion des sportifs et aussi au niveau du contexte qui est purement marocain. Alors, pour tout ce qui est les jeunes en situation d'unité, une organisation non gouvernementale au Maroc a mené un travail dans lequel a essayé de réunir un certain nombre de jeunes issus des milieux qui sont défavorables, caractérisés par un certain nombre ou bien caractérisés par la vulnérabilité, par la pauvreté, ainsi de suite. Et donc, ces jeunes-là ont été réunis pour faire une formation d'un an. Au niveau de cette formation, ils ont essayé de donner le maximum d'outils opérationnels pour pouvoir par la suite utiliser le sport comme étant un moyen pour assurer l'employabilité de ces jeunes-là. Donc, bien évidemment, ces jeunes n'ont pas un niveau intellectuel ou bien, je dirais, un niveau instructif qui est important. Ils n'ont pas les moyens, ainsi de suite. Et donc, la formation a essayé de porter sur des éléments essentiels pour assurer peut-être des animations, assurer des cours de fitness, ainsi de suite. Donc, des éléments simples, je dirais simples en termes, c'est-à-dire par rapport à la durée d'apprentissage. Et aussi, ils ont essayé d'intégrer des formations en rapport avec les langues, avec les soft skills, ainsi de suite. Alors, le résultat était un résultat très satisfaisant. La majorité de ces jeunes-là ont pu, après cette formation, intégrer, d'abord, être dotés des compétences essentielles pour pouvoir assurer ces tâches d'animation, ainsi de suite, au profit ou bien auprès des demandeurs dans le marché d'emploi. Et bien évidemment, je dirais, la réussite de cette expérience a poussé la même organisation de refaire peut-être la même expérience, mais dans un milieu caractérisé aussi par cette vulnérabilité, mais encore pire, c'est le milieu carcéral. Ils ont essayé de reproduire la même expérience au sein du milieu carcéral. Ils ont essayé au niveau de ce milieu d'intégrer des formations en rapport avec le domaine du sport, surtout, comme j'ai dit, des formations, comment animer des séances, comment
faire le coaching. Tout dépend de la spécialité. Parce que, en fait, ces jeunes-là, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont passionnés par le sport. Ils ont déjà des talents, ou bien ils sont déjà des pratiquants. Ils ont les compétences sportives requises, mais bon, sur le plan formation académique, etc., il y avait un manque. Alors, même au niveau du milieu carcéral, cette expérience a montré aussi que le sport a un impact très important, que ce soit sur le gain de la vie par la suite après libération. Parmi les résultats, donc, la pratique sportive a permis de diminuer le taux de récidive. Donc, c'est aussi un résultat très important. Et bien évidemment, les personnes après leur libération, ils ont trouvé des moyens pour intégrer ou bien assurer leur réinsertion sociale après libération. Alors ça d'une part. D'autre part, je souligne que ces expériences ou bien ces initiatives sont des initiatives qui sont personnalisées. Des initiatives là où le responsable de cette organisation non gouvernementale a lancé ce défi et a essayé de trouver les moyens de se débrouiller pour trouver les moyens de bord pour assurer cette formation et réussir cette expérience. Et à ce moment-là, je me pose la question, est-ce que vraiment, je dirais d'une manière directe, est-ce qu'on a la volonté politique pour faire réussir ce genre d'expérience ou bien au moins avoir cette, je dirais, cette notion d'utiliser le sport comme moyen d'insertion socio-économique et surtout comme un moyen d'employabilité. Ça d'une part. Alors, pour tout ce qui est reconversion, de ma part, je vais présenter les résultats d'un travail qui a été réalisé par professeur Amine Azmi, professeur à l'ESCG de Casablanca, qui a travaillé sur l'après-carrière sportive des jeunes footballeurs au niveau du Maroc. Dans son étude, elle a essayé d'interviewer un peu, je dirais, plus de 120 athlètes, je dirais 120 footballeurs, en essayant de trouver quels sont les déterminants de l'après-carrière sportive, qui va faire que l'athlète, après arrêt de carrière, il va gagner sa vie, il va continuer à gagner sa vie, effectivement. Alors, les résultats ont montré que pour ceux qui ont pu réussir leur après-carrière sportive, ils étaient toujours des facteurs liés à la famille, des facteurs liés au soutien de la famille, des facteurs liés à la formation, des facteurs liés à l'épargne au moment là où ils pratiquent, mais en aucun moment, je dirais, le soutien institutionnel n'a été confirmé comme facteur intéressant pour la réussite de l'après-carrière sportive. Alors, ces deux réflexions, je dirais, elle interpelle les politiques sportives au niveau du Maroc. Est-ce qu'on a des politiques sportives dédiées à la promotion du sport? Est-ce qu'on a des politiques sportives déjà, d'une manière générale? Est-ce qu'on a des actions réalisées par les responsables de la chose sportive pour promouvoir la pratique sportive ou bien pour
je dirais, assurer une éducation par le sport, ou bien utiliser le sport comme moyen de socialisation et utiliser le sport comme moyen pour assurer l'employabilité. Est-ce qu'on vise le rayonnement de notre pays par des exploits sportifs? Là, il faut définir ce qu'on veut exactement. Et voilà, donc c'était une simple réflexion en rapport avec ces deux travaux qui convergent vers un même point pour moi essentiel. Qu'est-ce qu'on veut du sport au sein de notre pays pour qu'on puisse définir par la suite les différentes stratégies, les différentes politiques, ainsi de suite, et merci. Merci, professeur Siam, qui nous a un petit peu synthétisé les résultats d'un certain nombre de recherches scientifiques qui ont été réalisées ici au Maroc en analysant ce contexte marocain qui peut un petit peu être pris comme exemple et modèle dans d'autres pays africains de l'Afrique francophone. Donc vous avez parlé de la première recherche qui a prouvé que le sport peut être un levier pour le développement de l'employabilité des jeunes NEETs, hein, et je pense que vous avez fait allusion à l'ONG TIBU, hein, TIBU qui est en train d'opérer même sur le continent africain, qui a des programmes vraiment très très intéressants. Parmi ces programmes, un programme dédié à l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle, c'est le programme Intelaqa. Et aussi, avant même ces expériences de TIBU, il y avait dans les années 80 des expériences, surtout en football, hein, lorsque les clubs marocains veillaient sur l'insertion des joueurs marocains dans des administrations publiques et dans des établissements publics qui ont été les mécènes. Hein, on ne parlait pas à l'époque du sponsoring dans les années 80, mais on parlait beaucoup plus du parrainage. Donc chaque équipe marocaine était parrainée par un grand établissement public. Et donc là, pour garantir l'insertion de ces joueurs de football qui étaient généralement des joueurs qui n'ont pas une formation académique, donc pour garantir leur avenir, les responsables des administrations publiques avaient intégré ces joueurs dans des métiers un peu techniques dans ces différents établissements publics. Et je considère ça comme des initiatives d'insertion par le biais du sport. Et donc tout ça a commencé à partir des années 80 et a continué, mais cela représente des initiatives qui n'ont pas été institutionnalisées. Et donc professeur Siam, dans son intervention, a terminé par appeler les responsables politiques à s'intéresser à ces expériences et de les formaliser dans une politique publique sportive qui se focalise davantage sur la structuration de la carrière des sportifs, sachant que on sait dans la théorie d'entraînement qu'un seul sportif sur 10 000 arrive à réaliser des exploits de haut niveau. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres, hein? Il faut leur assurer d'autres voies de développement et d'épanouissement et d'insertion sociale. On revient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une vision, il faut une philosophie. Vous l'avez bien expliqué, professeur Michel Boyer. Il faut une éducation, il faut s'intéresser à l'EPS, au système éducatif. Professeur Anna Boujida l'a très bien expliqué. Mais il faut à la fin revenir à celui qui va prendre la décision. Vous l'avez bien cité, monsieur Siam, professeur Siam, c'est le politique. Alors, je termine par cette petite synthèse. On va vous donner la parole, cher auditoire, pour poser des questions à nos éminents intervenants. Donc, je vais prendre une liste. Hein. On va prendre 5 questions. Et puis, si on a d'autres questions, on va ouvrir la liste. Hein? Les questions telles. C'est bon?
Très bien, très bien. Donc 5 questions. Bonjour, merci à tout le monde. Je ne vais pas citer les personnes, les organisateurs et surtout aussi Rift et j'en passe. Moi, j'ai eu cette chance de venir aujourd'hui parce que je n'étais pas ici, je suis en France, je viens de rentrer et je suis très heureux d'être présent. Alors, j'ai énormément de casquettes, mais je vais parler d'une chose par rapport à votre association, justement, je pense, l'association RIST. J'ai entendu les intervenants, les présentations ce matin du sport. Effectivement, je m'intéresse énormément au sport, j'ai écrit énormément de sport, je travaille sur le sport. Et surtout dans un domaine bien précis, lequel que je vais citer là, j'ai entendu, je reviens un peu sur ce que vous avez dit, c'est très enrichissant, allant de l'éducation, la politique, etc. Je constate que dans tous les sports, il y a ce qu'on appelle un vide juridique, à chaque fois. Ce vide juridique qui accompagne le sport, qui entrave le développement du sport. Et là, c'est l'État, c'est le politique en fait, qui doit faire le nécessaire dans ce domaine-là, sinon on n'avance pas. Vous avez parlé effectivement de la reconversion, etc. Mais suite à ce vide, on n'arrive pas à classer les gens, on n'arrive pas à les suivre. Par contre, par rapport à cette association, j'ai entendu dire qu'ils ont intégré aussi le sport féminin, etc. Alors, malheureusement, il y a une partie de la population qui est énormément oubliée. On a fait un colloque il n'y a pas longtemps, 2A2S, qui concerne le sport. Il y avait des centaines d'interventions, mais aucune intervention ne concernait les handicapés. Alors, les handicapés, on n'en parle même pas. Or, lorsqu'on dit qu'il y a 1 500 000, parmi eux, il y a aussi des handicapés qui sont doublement sanctionnés. Et partout, les handicapés sont oubliés quelque part. Alors que, par exemple, si on prend le cas du Maroc même, aux Jeux Olympiques, le passé d'avant, où on n'avait pas de médailles, c'était comme des sports qui ont ramené des médailles, par exemple. Et ce peuple-là, cette population-là, elle est excessivement, je pense, éloignée. Est-ce que, par exemple, le RIT peut intégrer cette partie-là de handisport? Parce que là, on l'oublie. J'assiste à des conférences, j'assiste à des congrès, des colloques, mais on n'en parle pas. Or, moi personnellement, j'ai dit que j'ai énormément de casquettes, je préside l'EPEP. Donc, c'est en fait une association française qui est pupille de l'enseignement public, qui s'intéresse aux handicapés et des gens qui sont marginalisés, des enfants jusqu'à 18 ans. Et là, quand je parle des handicapés, vous savez, des psychiatres, des psychologues, etc., des kinés, des orthopédistes, j'en passe. Ces moyens-là, on ne les a pas ici, donc je ne vais pas comparer. Sauf que on a trouvé une solution effectivement par l'intégration, mais plutôt l'insertion. Parce que l'intégration, c'est les intégrer, c'est intégrer. L'insertion des handicapés par le sport. Et du coup, moi, ma question, c'est peut-être bien adressée au président de savoir qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il faut cette politique, cet axe. Merci pour votre intervention. Voilà, merci. Merci. Alors moi, à mon tour, je vais juste un moment entre-temps. C'est juste pour souligner une chose importante, que le RIFS n'oublie pas les personnes handicapées, on dit mobilité réduite, parce qu'on parle déjà pour les Jeux olympiques et paralympiques, d'accord, ils sont bien intégrés et il y a un programme très riche, donc je vous invite à le découvrir par la suite. Je ne parle pas de mobilité réduite, je parle de handicapés en général. Oui, en général. Voilà, donc tout à l'heure, il y a monsieur, mon voisin, j'ai abordé le sujet avec lui, justement. Non, c'est parmi nos priorités concernant tout ce qui est Jeux paralympiques. Donc, merci. Merci pour cette intervention. Alors, même au niveau institutionnel, juste à titre d'information, au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire un effort colossal en matière de développement des approches pédagogiques et des démarches pour l'EPS inclusif. Il y a des formations qui ont commencé l'année dernière et notre établissement, la Faculté des sciences de l'éducation, a aussi fait un effort très très colossal en termes d'infrastructures accessibles pour assurer l'accessibilité aux handicapés. Et non seulement ça, mais au niveau scientifique aussi, on a un étudiant en doctorat qui est en train
d'étudier dans sa thèse cette démarche de PS inclusive. Donc on est en train, certes on est dans une étape embryonnaire, mais on est en train de faire un effort. Alors, deuxième question. Alors, je préfère parler en arabe, ça sera mieux pour moi. Merci. Alors, كنشكركم بعد على هذه الدعوة، كنشكر الاستجابة وعلى التداول اللي خلقتوا لنا. ميرسي بوكو pour l'invitation. Alors, منير ميسون رئيس جمعية سفراء السعادة بالوحدات الخاصة. المهم كتكملة للإشارة اللي قال الأخ على بالنسبة للزونديكاب، ما كاينش عندنا سبور بور لي بيرسون هانديكاب. عندنا إشكالية حتى au niveau ديال المينيستير ديال ليديكاسيون ما كايناش pour le moment. Même le sport, cet établissement parce qu'on a déjà conventionné معاهم ما كايناش هاد الالتفاته au niveau ديال السبور. دونك سي بور سا حنا حاولنا كجمعيه كمجتمع مدني درنا شراكه مع نابيك درنا واحد التكوين ديال السبور ادابتي ديال الاكتيفيتي فيزيك باش نخرجوا واحد دي زونكادرون اللي غادي يحاولوا قدر الامكان يوفروا هاد الخدمات الرياضيه لهاد الاشخاص. الحمد لله كانت دوره تكوينيه ناجحه، حاولنا قدر الامكان انه نوفروا على صعيد جهات الرباط والسلام. احنا ما كرهناش شغل التلتفات كما قلتي بالنسبه لا فاكولتي دو سيونس لانه هي معنيه بهذا المجال، تكون واحد ماستر اللي يكون خاص بهذه الفئه. لكن كتعرف انه الهانديكاب بصفه عامه كاينه اشكاليه، الاشكاليه الاكثر اللي كاينه هي لحد الان هي بالنسبه للاوتيزم. بالنسبه للناس اللي عندهم الاوتيزم ما عندهمش السبور كاري، واخا عندنا لا فيدراسيون غويه الماروكان ديال السبور بور ديال لي زونديكاب، راه ما كاينش حاجه سميتها الاوتيزم، كيشتغلوا مع الغدة المورطال ومع لي تريتمون مونتانتيا باسكو ما عندهم داكشي ليجي. اما الاوتيزم سيفير راه ما كاينش كاريمون. سي بور سا حنايا طونك جيت انايا في 2007 ايديكاتور سبورتيف كنشتغلوا مع هاد الفئه وما كاينش التفاته بالنسبه للدوله العثمانيه. ما كرهناش نتوما كجامعه ولا كاسوسياسيون ان تكون التفاته يكون تكوين لهاد الناس في المجال ديال السبور ادابتي باش يبيو، لانه كما كتعرف 30,000 ديال الاعاقه في المغرب منهم واحد النسبه كبيره راه كيعانيو. شكرا. Alors, merci beaucoup. Je voudrais revenir assez rapidement sur la question de l'impact du RIFS pour les acteurs sportifs en situation de handicap et les handicapés en général. Vous savez, on a tout un vaste programme qu'on appelle Sport et Vie. Et Sport et Vie aujourd'hui est à 6800 acteurs sportifs accompagnés dans tous les 9 pays dans lesquels nous existons. Et Sport et Vie prend en compte les handicapés et les acteurs sportifs en situation de handicap. En termes de formation surtout, on a d'autres partenaires dans d'autres pays pour les accompagner à la reconversion, parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui ont des difficultés de reconversion. Donc en termes de formation et d'accompagnement à des programmes entrepreneuriaux, nous l'avons fait en RDC, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et nous étions partie prenante des Jeux paralympiques à Paris. Je pense que le Dr Boutamo, c'est dans ce sens-là qu'il voulait intervenir là-dessus tout à l'heure. Et la question des acteurs sportifs en situation de handicap ou à mobilité réduite nous intéresse fortement et amplement. Et nos actions se font de façon simultanée dans tous les pays dans lesquels nous existons, en effet d'accompagner tous les acteurs sportifs. J'espère que je réponds à votre question. Merci, professeur, pour ce rajout. Alors, oui. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs du Sporama. Brièvement, actuellement, il y a le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation qui précise bien la réforme concernant la vision stratégique 2015-2030. Mais ce que j'ai constaté, c'est que jusqu'à maintenant, au sein des écoles primaires, je dis bien les écoles publiques primaires, on ne trouve pas des enseignants de PS. Bon, tout ce qu'il y a, c'est que le prof d'arabe, ou bien le prof de français, ou bien le prof de maths, qui s'en charge. Donc, là, c'est à ce niveau-là, ma question est la suivante. Pourquoi on ne s'intéresse pas aux écoles primaires concernant l'EPS?
d'autre part, on parle de la reconversion, de l'inclusion sociale, etc. Mais il ne faut pas oublier, il y a ce qu'on appelle la formation initiale des enseignants de PS, mais il ne faut pas oublier aussi la formation continue pour ces enseignants-là, parce que tout ça évolue d'une façon incroyable. Et merci. Dans ma thèse de doctorat, j'ai évoqué le problème de l'éducation physique, de l'absence de l'éducation physique au primaire. Donc, c'est un problème majeur. Jusqu'à maintenant, on n'a pas l'activité physique et sportive assurée par des professeurs qui sont formés d'éducation physique et sportive pour assurer l'encadrement de cette matière. Donc, en général, c'est un problème majeur, donc, et pour le primaire, et pour le collège, et pour le lycée. Donc, on a l'éducation physique et sportive, mais ça reste toujours une discipline ou une matière qui est marginalisée. Donc, il n'est pas considéré comme les autres matières, donc c'est une matière qui est considérée pas importante, impactante. Donc ça, c'est un problème majeur, parce qu'on ne donne pas de l'importance à un professeur d'éducation physique et sportive. Il n'est pas de même niveau, donc pour eux, c'est pas le même niveau d'un professeur de maths ou bien de physique. Donc un professeur d'éducation physique et sportive, ça reste un professeur qui peut-être n'a pas suivi des études comme les autres professeurs. Donc ça, c'est un problème qui entrave le développement du sport au Maroc, parce que quand on parle du sport, il faut parler de la base. Et la base, c'est le sport au primaire, c'est le sport au collège et c'est le sport au lycée. Donc pour réussir, pour donner de l'importance au sport dans le pays, il faut donner de l'importance au sport dans les établissements. Il faut avoir un système éducatif qui respecte cette discipline, donc et l'éducation physique et sportive et le sport scolaire, parce que normalement à la base c'est le sport scolaire qui doit alimenter le sport national, mais ça on ne le trouve pas, parce que les enseignants ne sont pas formés, ils ne sont pas spécialisés dans des sports qui sont spécifiques, et ça reste un problème majeur et pour l'éducation physique et le sport scolaire et pour le sport en général. Et merci. Merci, professeur Hanna. On peut enrichir cette réflexion autour de l'EPS au primaire avec l'intervention du professeur Michel. Il peut nous donner une petite vision sur l'EPS au primaire en France. Comment cette pratique ça a été développée en France? Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est que c'est aussi un dispositif politique. C'est-à-dire que le sport scolaire naît avec l'école. C'est la Troisième République. Et ça naît après la défaite des années 1878-1871. Donc cette idée de revanche de la France, de reprendre ces provinces perdues, l'Alsace, la Lorraine. Bon. Et donc on va former ce que Péguy appelait les hussards noirs de la République, c'est-à-dire les instituteurs. Instituteurs et institutrices. Parce que là, je dirais, la dynamique profonde et fondamentale, c'est que l'école devient laïque, publique, obligatoire, pour filles et garçons, d'abord jusqu'à 14 ans, puis jusqu'à 16 ans. Et c'est-à-dire que là aussi la pratique sportive apparaît au niveau du scolaire, donc au plus bas âge, à partir de l'âge de la scolarisation, c'est-à-dire 6 ans, elle est désormais obligatoire, mais il va y avoir la même chose pour les filles, qui jusqu'à présent étaient consignées dans les établissements conventuels ou privés, ou sous l'initiative de maires, de municipalités, etc. Et les instituteurs sont formés à la pratique sportive. Alors on voit apparaître à cet instant-là, et c'est pareil, dans l'armée apparaît l'entraînement physique, sportif et militaire, c'est la méthode Hébert, qui est ce qu'on appelle la méthode du parcours naturel, c'est la méthode de... Bon. Et alors il y a cette idée, puisque l'école est fixée sur une municipalité, pas une municipalité sans école. Donc c'est la municipalité qui fournit le logement à l'instituteur. Je suis moi-même petit-fils et arrière-petit-fils d'institutrice et d'instituteurs. Donc, à une école, un logement, et à une école, un terrain de sport. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on y pense, regardez les casernes, parce que la pratique sportive est aussi une modalité pratique de formation du combattant.
puisqu'elle est physique et bon, on appelle ça l'entraînement physique, sportif et militaire. On ne saurait imaginer une caserne sans un terrain de sport. Et puis très rapidement une grosse caserne sans un gymnase. C'est évident. On ne saurait pas imaginer la pratique militaire sans l'athlétisme et surtout sans le sport collectif. Et le moment où le sport apparaît véritablement en France et se développe jusqu'à... Alors après, il faudra attendre le Front populaire, c'est-à-dire qu'avec les congés payés, avec les vacances, etc., apparaît aussi le sport populaire. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, formant nation, formant société, on comprend que c'est à la fois sur les bancs de l'école et quand on a repoussé les murs de la classe, qu'on peut retrouver une autre manière aussi de sociabiliser les gens, qui est dans la pratique sportive et en particulier sur les terrains. Et donc, à partir de cet instant-là, plus tard, sera créé un ministère de la jeunesse et des sports. Et puis, effectivement, aujourd'hui, parce que les barrières bougent, parce qu'on vous parliez tout à l'heure de handicap, etc. Il y a 30 ans, le handicap, je dirais, tout le monde était peiné, mais personne ne pensait qu'il serait possible d'eux. Et aujourd'hui, on voit bien que les choses sont en train d'évoluer. Ce qu'il faut, effectivement, dans les politiques publiques, ça c'est une affaire de politique publique. Moi, je pense qu'il y a des politiques publiques de proximité, il y a des politiques publiques d'État. Les politiques publiques d'État doivent donner le cadre, en particulier payons mieux nos instituteurs. Si on veut que, dans tous les pays prospères, les formateurs sont considérés comme étant l'élite de la nation. Ils ne réclament pas d'être payés mieux que les autres, mais si on veut avoir les meilleurs pour former les générations qui viennent, il faut correctement rémunérer les pédagogues, les formateurs, qu'ils soient dans les salles de classe ou sur le terrain de sport. Parce qu'on est dans la même vision pédagogique. Et le deuxième temps, c'est la proximité. Et la proximité, les associations le font, mais il faudrait que ce soit les municipalités qui le fassent. Un maire qui conçoit que son école ne puisse pas avoir un terrain de sport, alors soit il n'en a parfois peut-être pas les moyens, mais là aussi, moi j'ai vu des choses, en particulier en Afrique subsaharienne, qui sont extraordinaires. Un terrain de foot, il suffit d'avoir une volonté pour le faire. Voilà. Rassembler des enfants autour d'un ballon, c'est possible. Voilà. Créer un espace de vie autour d'un stade, c'est possible, et pas qu'autour d'un stade. Voilà. Apprendre à nager, c'est nécessaire. Voilà. Et puis ensuite, on peut passer. Et d'ailleurs, au Maroc, on a aujourd'hui, on a une politique nationale qui est en train de se faire, parce qu'on a bien compris que si on voulait faire du soft power, c'est-à-dire de l'influence à travers le sport, plus on élargissait la pépinière, mieux on pouvait sélectionner et qu'on avait un résultat au bout. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde bien, moi j'aimerais qu'il y ait des études peut-être qui soient faites, elles ont peut-être été faites au Maroc, ailleurs elles ont été faites. Tous ceux qui font une pratique sportive, mais je ne dis même pas élitistes, mais qui pratiquent le sport pendant 5, 8, 9, 10 ans, ils ont un taux d'employabilité toujours supérieur à ceux qui ne l'ont pas fait, cette pratique sportive, et on retrouve chez eux beaucoup moins de délinquance ou de déviance par rapport à la loi et de manque d'intégration par rapport à la société. Voilà. Donc je pense que le message aussi qu'on doit faire porter, c'est une affaire de politique publique, c'est une affaire de proximité, et puis aussi on bouge des lignes aussi, c'est une affaire, moi je trouve ça extrêmement vivifiant. Tout à l'heure je parlais de Jean Zaganiari, oui à Descartes maintenant il y a une équipe de foot féminine. Il y a 30 ans on serait peut-être paru illusoire. Ben oui, maintenant voilà, il y a des équipes de foot féminines, elles jouent. On va les encourager. Le sport des handicapés était quelque chose qu'on ne regardait pas. Maintenant, il est passé aussi, on s'exclame sur les exploits qui sont faits par les handicapés. Là aussi, il y a quelque chose qui accompagne. Je pense qu'on a effectivement besoin de mécénat, on a effectivement besoin de sponsoring. Je vais peut-être lancer une idée, mais si les grands clubs sportifs qui manipulent des millions et des millions pour les transferts de tel ou tel joueur, etc. Donner ne serait-ce qu'une partie, même infime, en termes de pourcentage de recettes, pour faire évoluer les pratiques, les installations et les infrastructures sportives, on aurait là, je pense, déjà un excellent exemple. On aurait quelque chose qui mettrait en synergie le public, le privé et la proximité. Et je pense que tout ça, c'est dans les... On voit très peu, je prends pour la France, très peu de gens parlent de politique sportive. En fait, tout le monde va se faire photographier à côté des sportifs de haut niveau parce que ça, en termes de communication, ça marche très très bien. Et finalement, il y a finalement peu. Ce qui a un petit peu, je dirais, alors il ne faut pas espérer, en tout cas, je voudrais juste rajouter, je ne veux pas être trop long, il faut aussi se méfier de ça. Parce que la pratique sportive,
a été aussi instrumentalisé dans de très mauvaises idéologies. Il faut faire très attention. Qui sait que la flamme olympique, c'est une invention nazie? La flamme olympique, c'est pas du tout grec. La flamme olympique, c'est les Jeux olympiques de 1936. C'est une idée des nazis de faire partir la flamme d'Olympie et de la ramener à Berlin. Et donc, quelque part, pendant toute la route, de montrer, quelque part, la force, la détermination, la réussite allemande, qui était hier dans la crise économique et aujourd'hui, autour de son chef, etc., est un peuple qui bat à l'unisson. Il faut faire très attention à ça aussi. La France a eu cette pratique sportive sortie de la guerre. Il fallait former de nouvelles générations. Pratique sportive aussi, le Front populaire, le ministère après la Seconde Guerre mondiale. N'attendons pas des guerres pour changer nos politiques publiques. Merci. Je veux vous remercier. Merci pour cette belle intervention.